Le président Macron tente aujourd'hui d'interpréter ces accords comme quelque chose que Poutine ne voulait pas appliquer. C'était un discours particulièrement drôle de sa part. Il a aussi fait référence à l'OTAN en disant « qu'ils vivent et moi je vous protégerai tous avec mes 3 ou 4 bombes nucléaires ». Le 12 mars 2025, Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a répondu aux questions de blogueurs américains, abordant des sujets brûlants. La fracture politique aux États-Unis, l'avenir de l'OTAN, le conflit en Ukraine et les jeux d'influence entre grandes puissances. Avec des mots tranchants, Lavrov a dénoncé la trahison de l'OTAN, rappelé que Trump sait maintenant ce qu'il veut, et mis en garde contre une Europe prête à se sacrifier pour une idéologie. Il a également vivement critiqué Emmanuel Macron, l'accusant de réécrire l'histoire des négociations en Ukraine et de vouloir imposer une solution dictée par l'Occident, ignorant la réalité du terrain. Les États-Unis sont-ils en train de s'effondrer de l'intérieur? Lavrov analyse la fracture politique qui déchire Washington. Il évoque l'ascension de Donald Trump, la radicalisation du Parti démocrate et la perte des valeurs traditionnelles américaines. Pour lui, les États-Unis sont un tournant entre continuité et rupture avec leur propre histoire. L'OTAN a-t-elle trahi ses engagements? Lavrov revient sur les promesses brisées faites à la Russie après la guerre froide. Il accuse l'OTAN et l'Union européenne d'avoir alimenté les tensions avec Moscou en étendant leur influence vers l'Est malgré des accords passés. Une stratégie qui, selon lui, a directement mené au conflit en Ukraine. La guerre en Ukraine, une manipulation de l'Occident. Lavrov affirme que la crise ukrainienne a été provoquée et exploitée par Washington et Bruxelles. Il dénonce le coup d'État de 2014, l'acharnement contre les populations russophones et le sabotage des accords de paix. Il accuse Zelensky, Macron et Johnson d'avoir instrumentalisé le conflit. Lavrov affirme que la crise ukrainienne a été provoquée et exploitée par Washington et Bruxelles. Il dénonce le coup d'État de 2014, l'acharnement contre les populations russophones et le sabotage des accords de paix. Il accuse Zelensky, Macron et Johnson d'avoir instrumentalisé le conflit pour affaiblir la Russie. Un nouvel ordre mondial en marche, face à l'hégémonie occidentale déclinante, Lavrov défend une vision multipolaire du monde. Il met en avant les nouvelles alliances entre la Russie, la Chine, l'Inde et d'autres puissances émergentes, prônant un équilibre des intérêts où Washington n'imposerait plus ses règles. Monsieur le ministre, c'est un plaisir de vous parler. Ma première question est la suivante. En discutant avec des gens ici à Moscou, j'ai l'impression que les États-Unis ont changé. Ils décrivent les États-Unis de manière complètement différente sous la présidence de Trump. Pensez-vous que les États-Unis, en tant que culture, ont fondamentalement changé au-delà de la simple perception? Et leur perception de la Russie et du président Poutine a-t-elle également évolué? Je pense que ce qui se passe aux États-Unis est un retour à la normalité. Les États-Unis ont toujours été le pays de 2 grands partis qui rivalisent et alternent à la Maison-Blanche. Mais la division actuelle est absolument frappante, comparée à celle que j'ai connue durant mes années aux États-Unis depuis 1981. À l'époque, le principal clivage entre les démocrates et les républicains portait sur des questions comme les impôts ou l'avortement, des sujets inscrits dans une société à valeurs chrétiennes. Tout se débattait dans un cadre où ces valeurs étaient acceptées par tous. Avec l'introduction des idées néolibérales et néoconservatrices, mais surtout néolibérales, la fracture s'est creusée. Le point culminant a été la première élection du président Trump, qui lui-même a admis avoir été surpris par sa victoire. Il n'était pas préparé. Maintenant, il l'est. Cela fait combien? 49 jours maintenant qu'il est en poste. Et pourtant, son programme est déjà très clair. Cette fracture est, à mon avis, due à l'abandon des valeurs chrétiennes par la direction du Parti démocrate, qui promeut sans limite l'idéologie LGBTQ et tout ce qui pourrait suivre. Un exemple absurde de cette radicalisation est la disparition des toilettes séparées pour les hommes et les femmes. Un jour, je me suis retrouvé en Suède.
où l'OSCE organisait une réunion ministérielle dans un stade aménagé à cet effet. En voulant sortir, j'ai vu un panneau indiquant WC et j'ai demandé à mon accompagnateur si c'était pour les dames ou les hommes. Il m'a répondu « pour tout le monde ». Bien sûr, ce n'est qu'un exemple mineur, mais cela illustre bien la rupture culturelle à l'œuvre. L'Amérique traditionnelle, en particulier la Rust Belt, n'est bien sûr pas enthousiaste à l'idée d'adopter ces valeurs. Leur imposition forcenée a poussé de nombreux citoyens à voter pour Trump, considérant cela comme un retour à la normalité. Nous sommes chrétiens orthodoxes. Nos valeurs restent essentiellement les mêmes. Le catholicisme, lui, semble s'éloigner peu à peu de ses principes traditionnels sous l'influence des nouvelles tendances occidentales. Nous ne pouvons pas les comprendre ni les accepter. Le fait qu'une administration traditionnelle, sans idéaux antichrétiens, ait été élue et ait suscité une telle explosion médiatique et politique dans le monde entier est révélateur. Lors d'une rencontre à Riyad avec Marco Rubio, Mike Waltz et Steve Witkoff, ils nous ont dit « Nous voulons des relations normales ». Des relations normales au sens où le fondement de la politique étrangère américaine sous l'administration Trump est l'intérêt national des États-Unis. Nous comprenons que d'autres pays ont aussi leurs propres intérêts et que ceux qui défendent leurs intérêts nationaux sans jouer le jeu d'une autre puissance méritent un dialogue sérieux. C'est absolument non négociable. Ils ont reconnu que les intérêts des États-Unis et de la Russie ne seront jamais identiques. Ils ne coïncideront peut-être qu'à 50% ou moins. Mais lorsqu'ils convergent, si nous sommes des hommes politiques responsables, nous devons utiliser ces intérêts communs pour développer des projets concrets et mutuellement bénéfiques, qu'il s'agisse de projets économiques, d'infrastructures ou d'autres coopérations. Et puis, un autre message a été transmis. Lorsque les intérêts ne coïncident pas et se contredisent, alors les pays responsables doivent tout faire pour que cette contradiction ne dégénère pas en confrontation. En particulier une confrontation militaire qui serait désastreuse pour de nombreux autres pays. Et lorsque nos intérêts s'opposent, nous devons faire tout notre possible pour que cela ne débouche pas sur une confrontation militaire qui serait catastrophique pour de nombreux autres pays. Nous partageons pleinement cette logique et nous recherchons un équilibre des intérêts. Absolument la même logique. C'est exactement ainsi que le président Poutine conçoit la politique étrangère russe. Rechercher un équilibre des intérêts sans rien imposer à personne. Certains disent que la Russie se détourne de la Chine, de l'Inde ou de l'Afrique. C'est une illusion. Et l'euphorie n'a pas sa place dans la politique étrangère. La Chine, par exemple, a maintenu des relations avec les États-Unis pendant des décennies en suivant cette même logique. Ne jamais couper le dialogue, même lorsque des tensions existent. Ne touchez pas à Taïwan, ne touchez pas à la mer de Chine du Sud. Mais asseyons-nous et parlons. C'est la même approche que l'administration Trump adopte maintenant vis-à-vis de la Russie. Il n'existe pas deux personnes qui soient identiques à 100%. Il en va de même pour les pays. Et les pays qui ont la capacité d'influencer sérieusement le destin du monde sur le plan militaire, en particulier les puissances nucléaires, ont une responsabilité spéciale. Non pas se crier dessus, mais s'asseoir, se parler et négocier. Plus ou moins comme le géraient les cow-boys dans de nombreux films hollywoodiens. He said that you know and I know that you know that I know and what are you going to tell me? Something. Yes, please, Andrea. Monsieur le ministre, un plaisir d'être ici. Un joyeux anniversaire en avance. Vous aurez un anniversaire spécial qui approche. J'ai le même, juste après le vôtre. Vraiment? Oui, nous avons presque la même date. Non, juste après, mais nous avons le même âge. Nous sommes de la même année. Oui, et merci de nous inviter ici. Je veux que vous nous parliez de l'OTAN et de la réaction du ministère des Affaires étrangères face à la trahison de l'OTAN. Et comment vous percevriez cela si et quand les États-Unis quittaient l'OTAN?
Vous savez, c'est une longue histoire. Une histoire d'intérêt, de promesses, de déceptions, de partenariats qui dégénèrent en rivalité, puis en confrontation, et enfin, en animosité. Eh bien, je ne vais pas réciter l'histoire sur la façon dont Jim Baker et d'autres ont promis à Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est. Et quand ils ont dû modifier cette offre, parce que la situation avait changé avec la réunification de la Russie et de l'Allemagne, ils ont juré qu'il n'y aurait aucune infrastructure de l'OTAN sur le territoire de l'ex-RDA. Mais aujourd'hui, ils disent « Très bien, il n'y avait pas d'obligation légale. » Très bien, si la seule façon d'appliquer votre promesse est de passer par un tribunal, alors évidemment, vous avez besoin d'obligations légales partout. Mais si vous êtes une personne de parole, un homme d'honneur, si vous vous êtes engagé politiquement, alors vous devez tenir votre parole. Mais aujourd'hui, ils reviennent sur cet engagement. Actuellement, ils déploient un commandement de l'OTAN en Allemagne de l'Est. Pourtant, Gorbatchev croyait que c'était une promesse sérieuse, un engagement sérieux. Nous avons été profondément déçus de voir comment l'OTAN, progressivement, a trahi cette promesse. En 1987, le ministre russe des Affaires étrangères Primakov a proposé un accord entre la Russie et l'OTAN. Un acte fondateur OTAN-Russie a été négocié sur la base de l'égalité, du respect mutuel et de la coopération. C'était un projet ambitieux. Lutte contre le terrorisme, coopération sur la migration illégale, coopération en Afghanistan. Les Américains achetaient même des hélicoptères russes que nous entretenions sur place, car les appareils soviétiques étaient les plus adaptés pour lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue en Afghanistan. Mais malgré cette bonne volonté, l'expansion de l'OTAN s'est poursuivie. Sous la présidence de Yeltsin, Primakov a essayé de rassurer tout le monde avec la déclaration d'Istanbul sur l'indivisibilité de la sécurité. Chaque pays était libre de choisir ses alliances. Mais surtout, aucun pays n'avait le droit de renforcer sa sécurité au détriment d'un autre pays. Et pourtant, l'OTAN a fait exactement le contraire. Maintenant, avec le début de l'opération militaire spéciale, il a été clairement établi que toutes les alternatives avaient échoué pendant 10 ans après le coup d'État illégal à Kiev, en violation de l'accord signé la veille et garanti par l'Allemagne, la France et la Pologne. Cet accord prévoyait une période de transition de 5 mois pour préparer des élections générales sous un gouvernement d'unité nationale. Le lendemain matin, l'opposition a pris d'assaut le bâtiment gouvernemental, s'est adressée à la foule de Maïdan et a déclaré « Félicitations, nous avons créé le gouvernement des vainqueurs ». Vainqueurs et unité nationale, ce n'est pas tout à fait la même chose. J'espère qu'il y aura une unité nationale en Syrie, mais pour l'instant, c'est un endroit vraiment dangereux. En Ukraine, lorsque ces nouveaux dirigeants ont annoncé l'annulation du statut de la langue russe et ont envoyé des groupes armés pour prendre d'assaut le Parlement de Crimée, ils ont immédiatement qualifié de terroristes les citoyens du sud-est de l'Ukraine qui ont protesté en disant « Attendez une minute, vous avez pris le pouvoir par un coup d'État illégal, nous ne vous reconnaissons pas, laissez-nous tranquilles. » En réponse, Kiev a lancé une opération militaire contre ses propres citoyens, déclenchant ainsi un conflit qui s'est conclu en février 2015 par la signature des accords de Minsk. Le président Macron tente aujourd'hui d'interpréter ces accords comme quelque chose que Poutine ne voulait pas appliquer. C'était un discours particulièrement drôle de sa part. Il a aussi fait référence à l'OTAN en disant « Qu'ils vivent et moi je vous protégerai tous » avec mes 3 ou 4 bombes nucléaires. Nous avons passé 17 heures non-stop à négocier à Minsk. Après l'accord, Poroshenko, avec le soutien de Hollande et Merkel, a déclaré qu'il ne signerait pas ce document à moins que les séparatistes, comme il les appelait, ne le signent aussi. Les chefs des républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk, présents dans un autre hôtel à Minsk,
ont d'abord refusé, expliquant qu'ils n'avaient pas participé aux négociations et qu'ils ne pouvaient pas trahir leur peuple en signant un document prévoyant l'intégrité territoriale de l'Ukraine sans garantie. Finalement, nous les avons persuadés de signer. L'accord prévoyait un statut spécial pour ces territoires au sein de l'Ukraine, garantissant l'usage de la langue russe, le droit d'être consulté sur la nomination des juges et des procureurs locaux et l'inscription de ce statut spécial dans la Constitution. Or, peu après son adoption, les Allemands, les Français et les Ukrainiens ont commencé à déclarer qu'ils ne discuteraient jamais avec les séparatistes. Macron, lors de sa visite à Moscou juste avant notre opération militaire, l'a confirmé dans sa conférence de presse et lors de son célèbre appel téléphonique avec Poutine, qu'il a lui-même divulgué. Il disait « Vladimir, vous ne pouvez pas insister pour que ce gouvernement légitime accepte de parler aux séparatistes. » Et Poutine s'y opposait, disant « Ce gouvernement est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Qu'il nous soit reconnaissant à tous d'essayer de légitimer cette situation et ce pays tout entier. Mais n'oubliez pas que les accords de Minsk stipulent clairement un dialogue direct avec ceux que vous appelez séparatistes. C'est une manière très honteuse dont se sont comportés les Français et les Allemands. Et finalement, ceux qui ont signé au nom de l'Ukraine, de l'Allemagne et de la France, Poroshenko, Merkel et Hollande, ont déclaré, une fois à la retraite, dans une interview, « Nous n'avons jamais eu l'intention de mettre cela en œuvre. Nous avions juste besoin de gagner du temps pour envoyer plus d'armes en Ukraine. » Et bien sûr, l'OTAN jouait un rôle clé avec ce processus de Ramstein dirigé par les États-Unis sous l'administration Biden. Maintenant, les Américains veulent le confier aux Britanniques, si j'ai bien compris. Mais les Européens ne cessent pas leurs efforts. Au contraire, ils les intensifient et réclament de plus en plus de soutien, devenant de plus en plus insistants et, j'irais même jusqu'à dire, nerveux. La question de savoir si l'OTAN peut survivre sans les États-Unis découle, je pense, de ces observations. Je ne pense pas que les Américains abandonneraient l'OTAN. Du moins, le président Trump n'a jamais laissé entendre que cela pourrait être le cas. Ce qu'il a dit très clairement, c'est que si vous voulez que nous vous protégions, que nous vous donnions des garanties de sécurité, vous devez payer ce qui est nécessaire. Reste à définir ce qui est nécessaire. 2,5, 5% du PIB, ou quelque chose entre les deux. Mais il a également précisé que ceux qui remplissent les critères de pourcentage du PIB à consacrer à l'OTAN, alors les États-Unis garantiraient leur sécurité. En revanche, il ne veut pas offrir ces garanties de sécurité à l'Ukraine et à Zelensky. Il a sa propre vision de la situation, qu'il exprime sans détour à plusieurs reprises. Cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Le fait d'attirer l'Ukraine dans l'OTAN en violation de sa constitution et de la déclaration d'indépendance de 1991, sur la base de laquelle nous avons reconnu l'Ukraine comme un État souverain, était une erreur. Cette déclaration affirmait « pas d'OTAN, pas de bloc, neutralité ». Et une autre chose que cette déclaration confirmait et renforçait, tous les droits de la Russie et de toutes les autres minorités nationales devaient être respectés. Ce principe est d'ailleurs toujours inscrit dans la constitution ukrainienne, malgré une série de lois adoptées depuis 2019, qui ont culminé par l'interdiction totale légale de la langue russe dans les médias, l'éducation, la culture et même dans la vie quotidienne. Si vous entrez dans un magasin et demandez à être servi en russe, le vendeur peut vous dire de parler la bonne langue. De telles situations se sont produites. Et bien sûr, cela a complètement changé la donne. Depuis, ils ont intégré l'adhésion à l'OTAN dans la Constitution, tout en maintenant les garanties aux minorités nationales. Ils ont déclaré que l'OTAN était l'avenir de l'Ukraine, ainsi que l'Union européenne. Lorsqu'ils ont commencé à tenir ce discours, l'Union européenne ressemblait encore à un groupement économique. Aujourd'hui, elle a perdu cette nature,
Et la Führer Ursula mobilise tout le monde pour remilitariser l'Europe. Des sommes d'argent incroyables sont évoquées. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une manœuvre pour détourner l'attention de la population des dizaines et centaines de milliards d'euros dépensés pendant la crise du Covid et pour l'aide à l'Ukraine sans aucun audit approprié. C'est une discussion qui est en train d'émerger. L'Union européenne a également perdu son indépendance et sa signification économique. Car lorsqu'un membre du gouvernement allemand a parlé, il a dit « Non, 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 nous ne rétablirons jamais ce gazoduc Nord Stream 2, parce que nous devons nous débarrasser de notre dépendance au gaz russe. » Mais c'était la base de l'économie allemande, la clé de sa prospérité. Aujourd'hui, il paye 4 à 5 fois plus cher pour le gaz que des industries similaires aux États-Unis. Et les entreprises se déplacent aux États-Unis, la désindustrialisation de l'Europe est en cours. Et ils sont prêts à sacrifier tout cela uniquement pour atteindre un objectif idéologique, vaincre la Russie. Ils disaient autrefois, la Russie doit être stratégiquement vaincue sur le champ de bataille. Maintenant, ils disent, nous n'accepterons pas la capitulation de l'Ukraine. C'est un changement. Un changement. Presque à 360 degrés, comme le dit Annalena Baerbock. Mais l'Union européenne n'est plus un projet économique pacifique. Ils veulent leur propre armée. Concernant l'avenir de l'OTAN, certaines voix disent « D'accord, si les États-Unis ne veulent pas s'impliquer activement dans les affaires européennes, alors créons notre propre OTAN, notre propre alliance militaire. » Mais c'est un jeu, un processus. Certaines déclarations sont faites simplement pour tester le terrain, voir quelle sera la réaction de l'autre côté de l'Atlantique. Et il y a environ 1 an et demi, l'Union européenne a signé un accord avec l'OTAN qui a essentiellement subordonné l'UE même à l'Alliance atlantique, en permettant une mobilité militaire. Autrement dit, les équipements et troupes de l'OTAN peuvent utiliser le territoire d'États membres de l'UE qui ne sont pas membres de l'OTAN. S'il en reste encore, l'Autriche, l'Irlande. Mais ce n'est pas si important, car ils pensent toujours vers l'Est. Et dire pour des gens qui se disent pacifistes. Le Premier ministre du Danemark a récemment déclaré « Aujourd'hui, l'Ukraine est faible, elle ne peut pas être traitée équitablement. Pour l'Ukraine, aujourd'hui, la paix est pire que la guerre. » Elle a dit cela. Oui, réarmons l'Ukraine encore et encore, et quand nous aurons suffisamment affaibli la position russe, nous verrons si nous pouvons parler. Et le chef des services de renseignement allemand, il y a quelques jours, a déclaré que ce serait une mauvaise chose pour l'Ukraine et pour l'Europe si la guerre se terminait avant 2029, et que 2030 serait encore mieux. Oui, ils disent ces choses. Et lorsque le président Trump interrogeait le président Zelensky dans le bureau ovale, lui demandant à plusieurs reprises « Vous ne voulez pas négocier ?» Zelensky tentait d'éviter de répondre. Lavrov, et bien sûr, ils sont très préoccupés par le fait que, sous l'ère Biden, les livraisons du Pentagone à l'Ukraine se soient faites sans aucun contrôle sur l'utilisation de ces fonds. Même Musk essaye d'en savoir plus. Nous n'en tirons aucun plaisir. Mais cela pose un problème de gouvernance. L'administration Biden, ou Ursula von der Leyen et sa commission, les Britanniques, qui accusent régulièrement la Russie de corruption, qui accusent régulièrement la Russie de violation des droits de l'homme, et qui, quelle que soit la question internationale abordée, commencent toujours par parler des droits de l'homme. L'Iran, le Venezuela, Cuba, bien sûr, le Nicaragua, tous sont accusés régulièrement de violation des droits de l'homme. L'Afrique du Sud, maintenant, accusée de la même manière pour avoir adopté une loi. L'Asie centrale aussi, à chaque discussion entre l'Occident et l'Asie centrale, la question des droits de l'homme est mise en avant. Mais sur l'Ukraine, où la langue russe a été légalement et physiquement éradiquée, où il existe une agence spéciale chargée de veiller à l'application complète de cette législation, personne ne mentionne jamais les droits de l'homme, sauf nous. Maintenant, les Hongrois et les Bulgares commencent à soulever cette question car ils ont aussi leur minorité. L'Ukraine,
telle qu'elle existe aujourd'hui, a été en grande partie façonnée par Staline après la Seconde Guerre mondiale, en traçant les frontières d'une manière similaire à ce que les puissances coloniales ont fait en Afrique. Regardez la carte de l'Afrique. Les frontières ont été tracées à la règle. Dans le cas de l'Ukraine et de ses voisins, c'était différent, car chaque territoire a été individuellement découpé. Mais oui, cela a divisé des nations. Et donc, après le coup d'État, lorsque nous avons commencé à parler avec Porochenko, il nous assurait qu'il n'autoriserait jamais un conflit entre l'armée ukrainienne et les citoyens de l'Est de l'Ukraine. Il déclarait également qu'il respecterait ses engagements envers les minorités nationales. La fédéralisation a été très sérieusement discutée entre moi-même, John Kerry, Catherine Ashton, qui était alors en charge de la politique étrangère de Liu Wei-Wellem, et le représentant désigné par Kiev. C'était en avril 2015. Nous avons développé un document indiquant qu'il devait y avoir une réunion des chefs des régions ukrainiennes pour discuter de la manière dont ils pourraient continuer à vivre ensemble, dans un État qui était auparavant unitaire, mais où les droits des minorités comptaient. C'était en 2014. Puis tout le monde a oublié cela. Zelensky, qui est arrivé au pouvoir en promettant de mettre en œuvre les accords de Minsk, a complètement changé de discours quelques mois seulement après son investiture. Il a déclaré « Nous sommes un État unitaire. Il n'y aura pas de statut spécial, je ne parlerai pas aux séparatistes, etc. » Et une autre fausse déclaration d'Emmanuel Macron, dans sa récente déclaration pathétique, concerne une réunion qui a eu lieu à Paris en décembre 2019. Macron, Merkel, Poutine et Zelensky s'y sont retrouvés. L'Allemagne et la France avaient organisé cette réunion pour tenter de sauver les accords de Minsk. Un travail préparatoire avait été effectué et abouti à un projet de document convenu par des experts et des ministres, avant d'être présenté au président et à la chancelière. Il y avait consensus. Le texte prévoyait un désengagement immédiat des forces à 3 endroits sur la ligne de contact, comme point de départ pour un désengagement général sur toute la ligne de front. Tout le monde était satisfait. Puis Zelensky a dit non, non, non. Je ne peux accepter que pour 3 sites expérimentaux, pas pour toute la ligne de contact. Personne n'a compris pourquoi, mais il a insisté. Mais le plus important, c'est qu'il n'a même pas respecté le désengagement sur ces 3 sites expérimentaux. Les activités militaires ont continué. Et en ce qui concerne l'OTAN, je me souviens que c'était à propos de l'OTAN. L'OTAN fournissait déjà à l'Ukraine des armes, des données de renseignement. Et cela continue aujourd'hui. Les Américains ont annoncé qu'ils retiraient certains experts militaires, peut-être temporairement, peut-être pas. Ils retiraient les spécialistes qui guidaient les missiles de haute technologie, mais d'autres sont toujours là. Une chose à savoir sur l'OTAN. L'OTAN s'est toujours vantée d'être une alliance défensive, affirmant que sa seule préoccupation était de défendre les territoires de ses États membres. Il y a quelques années, lors d'un sommet, je ne me souviens plus où, le secrétaire général de l'époque, Stoltenberg, a déclaré « Nous devons être plus actifs dans la région Pacifique ». Un journaliste lui a demandé « Mais vous avez toujours insisté sur le fait que votre mission était de défendre vos territoires ». Il a répondu « Oui, absolument. Mais les menaces envers nos territoires viennent désormais de la mer de Chine méridionale, du détroit de Taïwan, et ainsi de suite. Et l'OTAN a commencé à créer des blocs non exclusifs, des alliances entre pays comme des 3K, des Quad ou l'AUKUS. Elle a encouragé cette vision indo-pacifique en incluant le Koweït, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud. L'OTAN a renforcé sa coopération avec le Japon et la Corée du Sud en menant des exercices conjoints. Et avec la Corée du Sud, des éléments nucléaires sont déjà impliqués. L'OTAN est en train d'ouvrir, si j'ai bien compris, un bureau à Tokyo ou sur l'une des îles voisines. Ils essayent d'attirer certains pays de l'ASEAN et de les intégrer dans des clubs fermés. Le cas des Philippines et de Singapour en est un exemple.
Et le concept de sécurité qui avait été développé par l'ASEAN pendant des décennies et qui reposait sur une participation égalitaire de tous, y compris la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, est aujourd'hui considérablement sapé. Cela coïncide avec le moment où nous avons commencé à repenser notre propre sécurité et celle de l'Eurasie. Pas seulement l'Europe, mais l'Eurasie. Chaque continent, l'Afrique, l'Amérique latine, dispose d'une organisation continentale. L'Union africaine, la CELAC pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Seule l'Eurasie, le plus grand, le plus prospère et le plus riche des continents, n'a pas d'organisation pan-continentale. Toutes les tentatives de la Russie pour intégrer une structure de coopération en matière de sécurité ont été orientées vers des schémas euro-atlantiques. OSCE, OTAN, Russie, UOP, qui sont tous devenus des instruments purement atlantistes. Et cela n'a jamais fonctionné. Ce que nous essayons de discuter actuellement sans rien imposer à qui que ce soit, c'est une vision d'une architecture continentale eurasienne, sans en prédéterminer la forme, mais simplement en instaurant un dialogue, sur la base de l'ouverture de cette architecture hypothétique et éventuelle à tous les pays du continent. Qu'ils conservent l'OTAN s'ils le souhaitaient, qu'ils conservent l'OSCE. Mais il y a aussi l'Union économique eurasienne, l'Organisation du traité de sécurité collective, la CEI, l'ASEAN. Il existe une organisation regroupant les pays d'Asie du Sud. Pas très active, mais elle existe. Il y a aussi le Conseil de coopération du Golfe, qui rassemble les monarchies arabes et qui normalise actuellement leurs relations avec l'Iran, ce que nous soutenons. Donc, tous ces développements sous-régionaux, dont la plupart sont d'ordre économique, pourraient être harmonisés. Il ne serait pas inutile d'unir ces efforts, d'organiser une division du travail pour économiser de l'argent, rationaliser les efforts, aligner les plans économiques. Poutine a appelé cela un grand partenariat eurasien. Et qui sait, peut-être que, dans de nombreuses années, cela deviendra la base matérielle d'une architecture de sécurité, qui ne doit pas être limitée à la partie occidentale du continent. Bon, c'était pas très bref, mais... Je ne suis pas sûr de faire confiance à mon propre pays. Et je sais que le gouvernement russe est sincère dans sa volonté de rechercher une solution diplomatique. Ce qui me préoccupe, et c'est quelque chose que j'entends régulièrement de la part de personnes haut placées, c'est que tout comme les États-Unis ont cyniquement développé une relation avec la Chine en 1972 sous Nixon, dans le but explicite de s'attaquer à l'Union soviétique et de s'assurer qu'il soit divisé. J'ai entendu plusieurs personnes, notamment Elbridge Colby, qui sera probablement le numéro 3 du département de la Défense, affirmer qu'il considère la Chine comme un ennemi et pense pouvoir détacher la Russie de la Chine et vous exploiter à nouveau. Pas vous personnellement, Monsieur Lavrov, mais votre pays comme un levier contre la Chine. J'ai essayé d'expliquer que c'est absurde, car contrairement aux États-Unis, le gouvernement russe prend ses engagements au sérieux et les respecte. Car contrairement aux États-Unis, le gouvernement russe respecte ses engagements et s'y tient. Alors, comment voyez-vous la position de la Russie face à cette manœuvre américaine, consistant d'un côté à vous tendre une main amicale, tout en maintenant leur volonté de détruire votre pays et de vous utiliser cyniquement contre la Chine? Eh bien, nous avons déjà traversé cela, comme vous l'avez mentionné, en 1972, lorsque Nixon voulait instaurer cette relation triangulaire. Les relations entre les États-Unis et la Chine, ainsi qu'entre les États-Unis et la Russie, devaient être meilleures que celles entre Moscou et Pékin. Une sorte d'équilibre. C'est une construction philosophique intéressante. Mais la situation actuelle est radicalement différente. Nous n'avons jamais eu avec la Chine des relations aussi solides, aussi confidentielles, aussi construites sur le long terme et bénéficiant du soutien des populations des deux pays.
Les Américains savent que nous ne trahirons pas nos engagements, qu'ils soient juridiques ou politiques, que nous développons avec les Chinois. Bien sûr, nous avons des problèmes et des difficultés dans nos relations, principalement à cause des sanctions, car certaines entreprises veulent éviter d'être pénalisées. Certains projets très prometteurs, logistiques et infrastructurels en Sibérie sont retardés, mais nous ne sommes pas dans l'urgence. Et les Chinois, eux, ne sont jamais pressés. Ils ont une vision à long terme. Ils regardent toujours au-delà de l'horizon. C'est leur caractère national. Et nous respectons cela. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un secret. Mais lorsque Biden et Poutine se sont rencontrés en juin 2021 à Genève, en pleine pandémie de COVID-19, lors d'une discussion à laquelle seuls les ministres des Affaires étrangères étaient présents, Biden a dit quelque chose d'assez surprenant. Il a déclaré « Je commence à repenser l'absolutisme de la démocratie. » Car les pays dirigés par des régimes autoritaires ont mieux géré la pandémie de COVID-19. Il a poursuivi en expliquant que, dans le cas des États-Unis, chaque État a une certaine autonomie et décide s'il veut vacciner ou non. Et il a reconnu que la Chine et la Russie avaient mieux réagi que bien d'autres pays. Mais bon, c'est une discussion philosophique. On peut aussi se demander, selon cette même logique, si un mandat de 4 ans est suffisant pour mettre en place une politique à long terme, surtout avec les technologies modernes très complexes qui nécessitent un ajustement progressif des secteurs économiques. Ou même 2 ans, car si vous perdez les élections de mi-mandat, le Congrès ne vous permettra pas de concrétiser vos projets. Je ne sais pas. Je pense que la réponse est que chaque nation doit choisir son propre destin, son propre avenir. C'est exactement ce qui est inscrit dans la Charte des Nations Unies, l'égalité souveraine des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures. Un exemple, l'Afghanistan. L'expérience démocratique y a complètement échoué. Elle a totalement ignoré les traditions et règles séculaires de cette civilisation, même si elles ne sont pas écrites. Nous devons donc être extrêmement prudents avant d'imposer un modèle quelconque. Trump, d'ailleurs, parle déjà d'une rencontre trilatérale entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Il a mentionné son souhait de discuter des armes nucléaires et des questions de sécurité. Nous sommes ouverts à tout format fondé sur le respect mutuel, l'égalité et l'absence de solutions préconçues. Si nos amis chinois sont intéressés, nous verrons. Mais cela ne remet pas en cause l'importance du dialogue entre la Russie et les États-Unis sur la stabilité stratégique. L'intérêt de reprendre ces discussions a été exprimé à plusieurs reprises par Trump. Et Poutine, en réponse, a souligné que c'était une question où nous avons une responsabilité particulière, surtout sachant qu'en 1 an, le traité New START expirera. C'est une approche très différente de celle de l'administration Biden. Il disait « Reprenons la mise en œuvre de ce traité START et permettez-nous de visiter certains de vos sites nucléaires. » Mais sans eux, messieurs, vous nous avez déclarés ennemis. Vous avez déclaré vouloir infliger une défaite stratégique à la Russie. Ils ont répondu « Oui, mais cela n'exclut pas certaines visites techniques. » La position de Trump, comme je l'ai dit dès le début, est que, quelles que soient nos divergences, il ne faut pas les laisser dégénérer en guerre. Et lorsque nos intérêts convergent, il ne faut pas gâcher l'opportunité d'en faire quelque chose de concret et d'utile. Donc, il semble que, comme l'a dit Marco Rubio lui-même, nous entrons dans un monde multipolaire. Et vous avez mentionné que les Chinois, et dans une certaine mesure aussi les Russes, regardent toujours vers l'horizon et ignorent les événements à court terme. Donc à long terme, pensez-vous, je sais que je me projette un peu, qu'il y ait une possibilité, disons dans les 10 prochaines années, non seulement d'une normalisation des relations entre la Russie et les États-Unis, mais même d'un retour à une alliance entre les 2 pays, car certains commencent déjà à en parler. Une alliance signifie, au moins historiquement, et c'est profondément ancré dans notre mentalité, que vous êtes alliés contre quelqu'un. Je pense que la multipolarité continuera à évoluer pendant un bon moment.
C'est probablement une époque historique qui s'annonce. Et elle pourrait, c'est ma vision, être composée de superpuissances en fonction de leur taille, de leur poids économique, de leur puissance militaire, en particulier nucléaire. Dans cette catégorie, on retrouve bien sûr les États-Unis, la Chine et la Russie. Ceux qui ne sont pas aussi grands peuvent néanmoins participer à un monde multipolaire à travers leur structure sous-régionale. Par exemple, ASEAN, Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, GCC, Conseil de coopération du Golfe, Ligue des États arabes, l'Union africaine, qui d'ailleurs a obtenu l'année dernière le statut de membre à part entière du G20. La Ligue des États arabes souhaite obtenir le même statut. Nous y sommes favorables. Le G20 d'ailleurs prouve qu'il est non seulement utile sur le plan financier et économique, mais aussi sur le plan politique. Il pourrait jouer un rôle très positif dans le processus de multipolarité. Oui, il reste encore des restes d'animosité, mais le principe du consensus y prévaut. Ils ne votent pas. C'est pourquoi ils sont plus prometteurs que l'Assemblée générale des Nations unies, où, à chaque fois que quelqu'un n'obtient pas ce qu'il veut du Conseil de sécurité, il se tourne vers l'Assemblée pour organiser un spectacle avec des votes et des accusations à répétition. Mais Marco Rubio n'est pas le seul à avoir reconnu la multipolarité. Donald Trump a également parlé de l'OTAN, comme je l'ai mentionné en citant ses déclarations répétées. Nous insistons sur le fait que toute initiative concernant la crise ukrainienne, dont la plupart restent très vagues, doit avant tout s'attaquer aux causes profondes du conflit. Donald Trump a confirmé que l'une de ces causes fondamentales était l'expansion de l'OTAN, qui a engendré une menace directe pour la sécurité de la Russie. D'ailleurs, je tiens à souligner que dans ces nouvelles circonstances, après le 20 janvier, l'importance stratégique de l'Ukraine pour la Russie dépasse de très loin celle du Groenland pour la sécurité des États-Unis. Et la deuxième cause fondamentale que j'ai mentionnée concerne l'éradication de la langue russe, des médias russophones, de la culture russe, ainsi que l'interdiction des partis d'opposition et des médias dissidents, même lorsqu'ils publient et diffusent en ukrainien. L'assassinat et la disparition de journalistes, ainsi que les crimes de guerre et exactions militaires contre la population du Donbass dès le coup d'État, quand ils ont été qualifiés de terroristes. Tout cela constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies qui stipule que les droits de l'homme doivent être respectés pour chaque individu sans distinction de race, de genre ou de langue. C'est un principe fondamental. C'est l'article 1 de la Charte de l'ONU. J'ai interpellé à plusieurs reprises le secrétaire général des Nations Unies et j'ai mis au défi les journalistes de l'ONU lors de mes conférences de presse. D'ailleurs, j'ai aussi défié ces journalistes sur un certain nombre d'accusations utilisées par l'Occident pour diaboliser la Russie en tant que criminel absolu. À commencer par le crash du Boeing malaisien MH17 en juillet 2014. Le procès s'est tenu avec un seul témoin présent physiquement. 12 autres témoins n'ont jamais été identifiés ni présentés, mais le jury a affirmé qu'ils étaient crédibles et confirmait les soupçons. Tout cela reste très trouble. L'affaire des empoisonnements de Salisbury, les Skripal. Nous avons envoyé des notes officielles aux autorités britanniques pour obtenir des informations sur le sort et la localisation des citoyens russes concernés. Elles ont été totalement ignorées. Londres a monté un scandale, nous a accusés, utilisé cette affaire pour renforcer les sanctions. Et puis, ils sont passés à autre chose. Le cas d'Alexei Navalny. Il est mort en prison, purgeant sa peine. Mais quelques années auparavant, après son soi-disant empoisonnement en Russie, il a été transféré en moins de 24 heures en Allemagne pour y être traité. C'est une histoire intéressante. Nous avons posé des questions aux autorités allemandes. Il est notre citoyen. Nous voulons connaître la vérité. Ils ont répondu que l'hôpital civil n'avait rien trouvé d'anormal. Mais il a ensuite été admis dans un hôpital militaire de la Bundeswehr, où on nous a déclaré qu'ils avaient détecté du Novichok dans son sang. Nous avons demandé à voir les analyses.
C'est tout à fait naturel, étant donné qu'ils nous accusaient de maltraitance. Mais leur réponse a été non. Ils ont refusé de nous transmettre les résultats sous prétexte que cela pourrait révéler leur niveau d'expertise en substances biologiques. Ils ont transmis ces analyses à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC. Nous avons donc demandé à l'OIAC de nous les montrer, puisqu'elle est censée être une organisation neutre. Et là, la réponse fut oui, nous les avons reçus, mais sous condition de ne pas vous les montrer. C'est enfantin, mais tragique à la fois. À plusieurs reprises, publiquement, j'ai demandé aux journalistes occidentaux, « Vous êtes journaliste. Vous voulez connaître la vérité, n'est-ce pas ?» Navalny a été érigé en martyr par l'Occident pour attaquer la Russie diabolique. Alors, pourquoi ne cherchez-vous pas à savoir ce qui lui est réellement arrivé? Et le dernier point, Boutcha. 2 jours après, dans un geste de bonne volonté, dans le cadre de la signature de l'accord d'Istanbul en avril 2022, nous avons retiré nos forces de quelques villages et de la périphérie de Kiev. Et 2 jours après notre départ de cet endroit à Boutcha, et non, pas Uri, mais l'équipe de la BBC, ont diffusé des images de la rue principale avec des cadavres soigneusement disposés de chaque côté de la route. Évidemment, cela a provoqué un tollé général. Nous avons immédiatement demandé une enquête, mais personne n'a voulu en mener une. Personne ne s'est soucié d'une enquête. Jusqu'à aujourd'hui, nous voulons obtenir les noms des personnes, juste les noms des personnes dont les corps ont été montrés par la BBC. J'ai soulevé cette question publiquement à 2 reprises au Conseil de sécurité, en présence du secrétaire général. Je lui ai directement posé la question. Nous avons envoyé une demande formelle aux Nations Unies, au Haut-Commissaire aux droits de l'homme. Aucune réponse. À 2 reprises, j'ai soulevé cette question à New York, devant tous les correspondants étrangers, appelant simplement à leur professionnalisme, à leur volonté de connaître la vérité. Et quel a été le résultat? Rien. Sur la question des droits de l'homme et de la sincérité de nos amis occidentaux, l'Europe et le Royaume-Uni, eux, ont une toute autre approche. Regardez la manière dont ils ont reçu Zelensky à Londres, après le scandale à Washington. C'est un signe évident qu'ils veulent faire monter la pression, qu'ils préparent quelque chose pour pousser l'administration Trump à reprendre une posture agressive. Nous restons philosophiques à ce sujet. Nous savons ce que nous faisons. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est cette obsession pour les forces de maintien de la paix. Macron dit « Arrêtons tout en 1 mois et déployons des forces de maintien de la paix. » Puis, on verra ensuite. Mais ce n'est pas ce que nous considérons comme une solution pour mettre fin à cette guerre. Une guerre que l'Occident mène contre nous par l'intermédiaire des Ukrainiens, avec leur participation militaire directe. Nous le savons, si l'expansion de l'OTAN est reconnue, au moins par Donald Trump, comme l'une des causes fondamentales du conflit, alors la présence de troupes de l'OTAN, sous n'importe quel drapeau, sous n'importe quelle mission sur le sol ukrainien, représente la même menace. Vous ne l'accepterez sous aucune condition? Sous aucune condition. Personne ne nous parle. Ils passent leur temps à dire « rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine ». Mais en réalité, ils font tout sur la Russie sans la Russie. D'ailleurs, Trump, lorsqu'on lui a posé des questions sur ses forces de maintien de la paix, a répondu « Il est trop tôt pour en discuter, mais normalement, il faut le consentement des parties concernées. » Pourquoi devrions-nous donner notre consentement à une force de maintien de la paix ou même simplement à un groupe d'observateurs, alors que ces troupes seraient composées de pays qui nous ont officiellement déclarés comme ennemis et qui viendraient soi-disant comme force de maintien de la paix? Une autre question clé, le droit et le sort des populations russophones. Il ne s'agit pas seulement des territoires libérés, mais aussi des régions encore sous contrôle du régime de Kiev. La majorité des habitants parlent russe. Ils font partie de la culture russe, et ils veulent que leurs enfants puissent apprendre et parler russe.
J'ai posé une question simple. Les lois interdisant la langue russe seraient-elles annulées sur le territoire ukrainien restant? Aucune réponse. On verra plus tard, disent-ils. D'accord, mais alors une autre question. Est-ce que l'Ukraine gardera toujours ses monuments dédiés à Bandera, ce collaborateur d'Hitler, reconnu coupable par contumace lors du tribunal de Nuremberg? Lorsqu'on a montré ce monument pour la première fois à l'ambassadeur d'Israël, il a été stupéfait. Il a dit « Je n'aurais jamais imaginé que cela existait ». Israeli ambassador was shown, and he said, "I never suspected that, this was the case." Minister of Foreign Affairs. Donc, l'Ukraine garderait ses monuments à Bandera. Elle maintiendrait l'interdiction du russe. Elle continuerait à organiser des parades avec des symboles SS. Dans ce cas-là, soyons clairs, ce ne serait pas une force de maintien de la paix. Ce serait une force de protection d'un régime nazi. Et cela, c'est absolument inacceptable. Puis-je vous poser une question sur Gaza? Le président Poutine a exprimé son indignation face au génocide à Gaza. Quelle sera la position du ministère des Affaires étrangères si le régime de Netanyahou attaque l'Iran, comme le Premier ministre Netanyahou l'a publiquement menacé? Malheureusement, nous avions de bonnes relations avec Netanyahou. Poutine a toujours insisté sur un point fondamental. Une solution dans cette région est impossible sans la création d'un État palestinien et sans garantie de sécurité fiable pour toutes les parties. Lorsque l'Assemblée générale de l'ONU a pris sa décision en 1948, 2 États ont été créés. Je ne me souviens plus du libellé exact, mais l'existence de l'un était conditionnée par l'existence de l'autre. Aujourd'hui, tout le monde parle des frontières de 1967. Mais ces frontières sont très différentes de celles de 1948, qui étaient censées être les frontières d'Israël et de la Palestine. Si vous regardez une carte actuelle, les frontières de 1967 sont un morcellement de territoire comparé aux frontières initiales. Et la Cisjordanie est totalement recouverte de colonies israéliennes. Les derniers développements indiquent que les Israéliens envisagent d'annexer la Cisjordanie, non pas en expulsant les Palestiniens, mais en absorbant leur territoire sous contrôle total, tout en intégrant leurs habitants dans différentes municipalités plutôt que dans des camps. L'Iran fait-il partie des négociations en cours? Les négociations de paix en Ukraine. Est-ce que d'autres enjeux géopolitiques sont inclus dans les discussions entre Poutine et Trump? Eh bien, nous avons discuté de la situation dans le Golfe Persique et du programme d'action conjoint sur la question nucléaire iranienne. Eh bien, nous avons discuté de la situation dans le Golfe Persique. Nous avons abordé le plan d'action global conjoint sur la question nucléaire iranienne. Nous sommes favorables à la restauration du programme initial, celui dont les Américains se sont retirés sous la première administration Trump. Il y a quelques contacts du côté européen. Nous serions également favorables à la reprise du format qui a permis d'élaborer l'accord initial, validé par le Conseil de sécurité, France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Russie, Chine et Iran. Nous verrons comment cela évolue. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a des signes indiquant que les Américains veulent assortir ce nouvel accord de conditions politiques, en insistant sur le fait qu'il faudrait un mécanisme de vérification pour que l'Iran ne soutienne plus certains groupes en Irak, au Liban, en Syrie et ailleurs. Franchement, ça ne fonctionnera pas. Regardez, tous les pays du Golfe ont une influence au-delà de leurs frontières. Tous. Ils mènent des programmes humanitaires, économiques, bien au-delà de leur territoire. Ils jouent même un rôle de médiateur. Prenez le Soudan, par exemple. La crise intérieure au Soudan est en partie gérée par plusieurs acteurs du Golfe. Donc dire que tout le monde a le droit d'exercer une influence sauf l'Iran, ce n'est pas réaliste.
Qu'en est-il de la déclaration du président Poutine en juin 2024 sur les conditions d'un règlement du conflit, ne serait-ce que pour commencer des négociations avec l'Ukraine? D'après ce que j'ai compris, la position du président Poutine n'a jamais changé. Votre position est identique à celle du président. Le vice-ministre Lipkov a également tenu ces propos. Et pourtant, certains en Occident ont le sentiment que vous ne pensez pas réellement ce que vous dites. Let them be misguided. Our conscience is very, Vous savez, nous avons la conscience très claire et sereine. and it is clear not Et ce because n'est pas we parce que nous l'utilisons rarement, mais parce que nous avons déjà payé le prix de nombreuses erreurs passées. Sur cette crise en particulier, nous savons ce qui doit être fait. Et nous ne ferons aucun compromis qui mettrait en péril le sort des populations concernées. Il ne s'agit pas de territoire. Il s'agit des populations qui ont été privées de leur histoire par la loi. Lorsque Zelensky a été interrogé en septembre 2021, avant notre opération, on lui a demandé dans une interview ce qu'il pensait des gens vivant de l'autre côté de la ligne de contact. Il a répondu, cette vidéo est toujours en ligne, vous pouvez la voir. Eh bien, ce sont des gens, mais ce sont des êtres suspects. Et il a ajouté, si quelqu'un vivant en Ukraine se sent appartenir à la culture russe, mon conseil est simple. Pour le bien de vos enfants, pour l'avenir de vos petits-enfants, partez en Russie. Quittez l'Ukraine. C'est le même homme qui, quelques années plus tôt, alors qu'il était acteur puis candidat à la présidence, disait publiquement « Arrêtez d'attaquer la langue russe. Laissez les gens tranquilles. » Tout cela est documenté. Les événements ont donc suivi leur cours, et nous avons compris qu'il était absolument vital d'obtenir un résultat clair. Certains disent il faut que l'Ukraine revienne aux frontières de 1991 et que la Russie s'en retire. Mais les territoires ne sont importants que parce que des gens y vivent. Et les populations qui y habitent sont les descendants de ceux qui, depuis des siècles, ont construit Odessa et d'autres villes, ont bâti des ports, des routes, des infrastructures. D'ailleurs, l'UNESCO a récemment déclaré le centre d'Odessa comme site du patrimoine mondial. Une décision méritée, certes, mais qui a été annoncée une semaine après que le monument de Catherine la Grande, la fondatrice de la ville, a été renversé et jeté à terre. Et l'UNESCO a simplement fait comme si de rien n'était. Rappel des événements. Élection de 2004. 2 candidats, l'un considéré comme pro-russe, l'autre pro-occidental, marié à une politologue américaine. Lors du deuxième tour, le candidat pro-russe gagne. Mais sous la pression des Européens, on exige un réexamen du scrutin. Sous une énorme pression, la Cour constitutionnelle d'Ukraine prend la décision inédite d'organiser un 3e tour, alors que la Constitution ne le prévoit pas. Le candidat pro-occidental l'emporte. 2013-2014. Le président Yanukovych commence à négocier un accord d'association avec l'Union européenne. Nos experts lui expliquent. Attention, l'Ukraine a des accords de libre-échange avec la Russie et la CEI. Si vous supprimez les droits de douane avec l'UE, les marchandises européennes entreront en Ukraine sans taxe. Mais l'Ukraine n'a pas de frontière douanière avec la Russie, donc ces produits inonderont aussi notre marché. Conséquence, nous serions contraints de fermer la frontière économique. Yanukovych a alors demandé un report de la signature de l'accord. Et là, ce fut le début de Maïdan. Avril 2022, Istanbul, Macron a affirmé que Poutine avait tenté d'imposer un accord à Zelensky. C'est un mensonge. L'accord en question avait été préparé par les Ukrainiens eux-mêmes. Nous l'avons simplement accepté. Pas d'OTAN, pas de base militaire, pas de manœuvres militaires. Des garanties de sécurité assurées par les grandes puissances. États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, plus Allemagne et Turquie. Aucune garantie ne s'appliquait à la Crimée ni aux parties du Donbass contrôlées par la Russie. Cet accord avait été validé.
Puis Boris Johnson est intervenu et a dit « Ne signez pas, continuez à vous battre ». Conclusion, à chaque fois qu'ils trichent, ils perdent. Et le processus continue.